Pour le professeur Raoult, les choses ont pris un tournant quand même assez grave. On dit qu'il a été menacé de mort. Absolument, professeur Raoult, si vous voulez, ça c'est comme c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance quand même dans laquelle nous vivons, hein, comme cette crise. Ce que je reproche à l'ordre, si vous voulez, dans cette affaire, c'est qu'il a jeté de l'huile sur le feu et a fait un deux poids deux mesures. Le professeur Raoult est menacé de mort. Il a déposé des plaintes. Le professeur Raoult, vous l'avez vu, on le traite quasiment d'assassin. Bonsoir Maître Fabrice Divizio, vous êtes l'avocat de Didier Raoult, merci d'être avec nous. Alors nous on le connaît bien évidemment dans notre région. Je vais vous reposer la même question que je viens de poser à Éric Revel. Est-ce que vous pensez que les gens qui portent plainte, qui signalent le professeur Didier Raoult, le font pour faire de la communication? Je ne sais pas si le but c'est de faire de la communication, mais en tout cas la conséquence, l'effet c'est de faire de la communication. C'est-à-dire que il est indéniable, si vous voulez, que quand l'Ordre national des médecins fait un signalement et exclusivement sur les prescripteurs du traitement du professeur Raoult et sur celui-ci, c'est forcément, et qu'il communique dessus, c'est forcément de la communication. Quand la SPILF vient effectivement déposer plainte et communique sa plainte que nous on n'a pas, mais que la presse a, c'est forcément une opération de communication, si vous voulez. Il est incontestable que la dimension politique et de communication, elle est au cœur de cette plainte. Mais parce que elle est au cœur de cette crise, si vous voulez. C'est un des drames de cette crise. C'est qu'en fait, si vous voulez mon avis, il y a une surcommunication. Parce que c'est la première crise que nous vivons à l'heure des réseaux sociaux et à l'heure, effectivement, des chaînes d'infos en continu. Le terme de charlatanisme, il est surprenant pour nous, profanes en la matière. Il est inscrit dans l'ordre déontologique des médecins, mais ça veut dire quoi concrètement? Mais souvent, maître, souvent l'ordre des médecins poursuit d'autres médecins pour charlatanisme. C'est pas la première fois. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est ce que j'allais exactement abonder en ce sens. Si vous voulez, ce mot de charlatanisme est un mot qui fait très sorcière comme ça, en fait. Mais en réalité, si on veut le traduire, c'est exactement le traitement insuffisamment éprouvé. La définition que l'on pourrait effectivement, pas qu'on pourrait, mais que donne l'Ordre national lui-même du charlatanisme, c'est le traitement insuffisamment éprouvé. Tout le débat étant de savoir à partir de quand un traitement est éprouvé. C'est ça en fait. Et donc à partir de quand est-ce qu'on est charlatan? C'est ça la vraie question, si vous voulez. Mais au-delà des études, maître, il y a des pays qui utilisent de manière routinière le traitement du professeur Raoult. Je pense à des pays en Afrique, au Maroc et à d'autres, à qui on avait d'ailleurs promis des catastrophes sanitaires terribles. Ces pays-là, c'est la meilleure étude qu'on puisse faire sur le terrain. Mais absolument, et tant et si bien que, vous savez, la jurisprudence effectivement du Conseil d'État d'un côté et de la Cour de justice de l'Union européenne vous dit qu'il faut prendre en compte la situation internationale, que la notion de données de la science, un traitement non conforme aux données de la science, c'est pas seulement les recommandations françaises, recommandations à propos desquelles Agnès Buzyn elle-même, quand elle était à la HAS, avait fait une communication pour dire qu'il fallait les prendre avec beaucoup de prudence parce que précisément eh bien, il fallait tenir compte des données internationales de la science. Vous savez, une anecdote, à propos effectivement d'un antidiabétique oral. Il y a quelques années, eh bien, effectivement, les médecins qui prescrivaient un antidiabétique oral étaient taxés de charlatanisme en raison de l'insuffisance de preuves, en vertu des recommandations. Quelques années plus tard, le Conseil d'État a annulé les recommandations en raison des conflits d'intérêts. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas les recommandations qui font la médecine, mais c'est la médecine qui donne lieu aux recommandations. Le problème, c'est qu'on a inversé la tendance. Moi, je fais ça toute l'année, et je le plaide régulièrement, et je le défends à la fac de médecine où j'ai un cours sur le médicament. Je dis, mais attention, c'est bien l'inverse. C'est la médecine qui donne lieu aux recommandations, et pas l'inverse. Maître, une précision, parce que j'ai entendu le président de la Société de pathologie infectieuse de langue française s'exprimer aujourd'hui dans de nombreux médias, dire des choses plutôt graves, à mon sens, parce qu'il laisse entendre qu'il pourrait y avoir eu des décès suite à la prise d'hydroxychloroquine, non pas suite aux prescriptions du professeur Didier Raoult, mais parce qu'on en a fait la promotion et que finalement l'automédication aurait pu créer des drames. C'est lourd de sens comme propos.
propos. C'est quand même grave comme accusation. Alors, est-ce que finalement, il y a plusieurs choses. D'abord, le président de la Société de pathologie d'infection devrait faire très attention à ce qu'il dit. Parce que le jour où il franchira la ligne rouge, et il va la franchir, il me trouvera sur son chemin. Si vous voulez, où ce débat se fait de manière sereine et on laisse la justice examiner les griefs et le professeur Raoult s'en expliquera et tout le monde effectivement se place sur le terrain du droit, ou alors on choisit de partir du terrain de la spéculation et de venir faire de la surenchère, et alors, attention, le droit va le rattraper très vite. Je ne suis pas d'humeur, si vous voulez, à laisser dire n'importe quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, très concrètement, si vous voulez, attribuer des décès à cause du mésusage de patients au professeur Raoult, c'est exactement comme ce matin j'ai entendu qu'un des plaignants disait que finalement vous vous rendez compte, l'Afrique utilise la chloroquine et ce traitement dangereux, et donc c'est de la faute du professeur Raoult. Je vais vous dire un truc, je vais vous faire une révélation sur votre plateau en exclusivité. Le professeur Raoult n'a pas assassiné Kennedy. Il n'est pas responsable de l'assassinat de Kennedy. Comme ça, c'est dit, et on ne pourra pas le poursuivre pour l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, parce qu'il ne manque plus que ça maintenant, si vous voulez. La prochaine étape, c'est l'assassinat de Kennedy. Qu'est-ce qu'il risque concrètement, du coup, le professeur Didier Raoult? On parle d'un simple avertissement à la radiation. Est-ce que c'est vraiment le risque principal, qu'il soit radié? La radiation, ça paraît peu probable. Ouais. Alors, je vais vous dire, ça dépend. Votre question, il y en a deux. Il y a qu'est-ce qu'il risque abstraitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il risque en droit, et qu'est-ce qu'il risque dans les circonstances de l'espèce. En droit, la chambre disciplinaire, enfin le code de déontologie est ainsi fait que c'est pas comme au pénal. Au pénal, vous avez des échelles de peine en fonction des comportements. Le viol, ça vaut tant, le vol, ça vaut tant. En disciplinaire, c'est différent. Vous avez une échelle de peine qui va de l'avertissement à la radiation, sans considération des faits qui vous sont reprochés. La juridiction apprécie souverainement si, en fonction des faits, vous méritez telle peine ou telle peine. Donc elle peut aller effectivement de l'avertissement à la radiation. Mais, il y a un mais, c'est que concrètement dans cette affaire, il y a plusieurs points déjà. C'est qu'il y a un premier point qui n'aura échappé à personne, c'est que le professeur Raoult a un double statut. Il est praticien, mais par ailleurs professeur des universités. Et que déjà, il va falloir effectivement faire une scission entre ce qui relève de propos tenus en qualité de professeur des universités, de ce qui relève éventuellement de propos tenus en qualité de médecin, la Chambre n'étant compétente que pour ces seuls derniers. Et quant à ce qui risque concrètement dans une affaire comme ça, par habitude, ce que je peux vous dire, et c'est pour ça que je vous disais en premier lieu que tout ça quand même est quand même de la communication, parce que je ne vois pas, alors qu'il bénéficie d'un soutien international inconditionnel, moi j'ai, vous savez, quelque chose d'intéressant. Vous savez que devant la chambre disciplinaire, on peut être accompagné d'un avocat, bien sûr, mais également de médecins. Eh bien moi, j'ai des médecins qui se sont positionnés, des médecins français, des médecins italiens, des médecins anglais, qui se sont positionnés en disant « Nous, on veut bien venir défendre le professeur Raoult devant la chambre disciplinaire pour témoigner de la justesse de ses propos et de la justesse des prescriptions que nous avons appliquées. » Pour le professeur Raoult, les choses ont pris un tournant quand même assez grave. On dit qu'il a été menacé de mort. Absolument, professeur Raoult, si vous voulez, ça c'est comme une... C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance quand même dans laquelle nous vivons, hein, comme cette crise... Ce que je reproche à l'ordre, si vous voulez, dans cette affaire, c'est qu'il a jeté de l'huile sur le feu et a fait un deux poids deux mesures. Le professeur Raoult est menacé de mort, il a déposé des plaintes. Le professeur Raoult, vous l'avez vu, on le traite quasiment d'assassin, quand c'est pas totalement. Vous avez une surenchère, effectivement, contre lui. Je veux bien qu'il dérange. Hein. Moi, je n'ai pas de problème à cette idée. Et à titre personnel, je vais vous dire, si l'ordre avait un grief quelconque à l'endroit du professeur Raoult, il fallait le convoquer aimablement et amiablement dès le début et convoquer tout le monde, ce qu'il n'a pas fait. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que le professeur Raoult, pour sa part, reçoit des menaces de mort. Mais figurez-vous que moi aussi, depuis que je le défends, certains médecins, effectivement, pour ma part, je reçois des mails de menaces de mort. On en est là quand même, si vous voulez. Mais quel est le but de toute cette manœuvre? Quel est le but de toute cette manœuvre? Il y a d'un côté un produit qui marcherait et qui coûte pas cher, et de l'autre côté des laboratoires qui investissent beaucoup pour trouver un vaccin qu'il faudra bien vendre à des milliards de personnes. C'est ça le but de la manœuvre? Je ne sais pas si c'est ça le but de la manœuvre, mais regardez. On vous parle beaucoup de l'hydroxychloroquine, mais regardez le Remdesivir. Le Remdesivir est un traitement qui a été approuvé par l'autorité sanitaire française en vertu d'une présomption forte d'efficacité. L'Agence européenne du médicament l'a effectivement dans le même temps, ou un tout petit peu avant, adoubé. Pour autant, les études scientifiques sont unanimes dès le mois de juillet, et la HAS s'en est fait l'écho, pour dire que ça ne marchait pas, ça ne marchait pas et ça ne marchait pas. Il y a une unanimité scientifique, ça ne marche pas. Et pour autant, ce traitement a reçu les honneurs et n'a pas été effectivement désavoué comme l'a été la chloroquine. Je n'entends pas
les pourfendeurs du professeur Raoult et qui se plaignent effectivement de ce traitement et de ce charlatanisme, venir s'indigner de ce que les autorités sanitaires aient pu promouvoir avant toute étude sur le fond un traitement dont il s'est avéré ensuite qu'il était non seulement inefficace, mais probablement dangereux. Donc, quel est le but dans tout ça? Je vais vous dire, si vous voulez mon avis, il n'y a pas de but en fait derrière. Je pense que cette crise, elle a fait perdre pied un peu à tout le monde. Et je pense que nous assistons à des comportements qui sont finalement des comportements de peur. Nous avons, avec cette peur, elle vient... Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de terreur dans lequel on vit en fait aujourd'hui? Une dernière question en 2 mots. On peut espérer une comparution à quel délai, vous le savez ça? Oui, en général, enfin à Marseille, c'est entre 5 et 7 mois. Oui, donc c'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup. Non mais c'est sûr qu'il va se passer des choses quand même. Ouais. Merci beaucoup, maître Fabrice Divisio, en tout cas avocat de Didier Raoult, pour toutes ces précisions ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV, et à très bientôt.